d'avoir choisi Cam10 TV pour ce rendez-vous du soir, le Prime sur les antennes de votre télévision préférée. Nous sommes là pour échanger avec vous sur les questions d'actualité au Cameroun. Justement, l'actualité marquée par les bureaux qui ont été reconduits hier au Parlement du Cameroun, à l'Assemblée nationale. Cavaye Guédibril a été reconduit par ses pairs, disons voté par ses pairs, et du côté du Sénat, Barcelniak Jifenji rempile. Donc on en parle au cours de cette émission. Ce soir, on va également s'intéresser à la jeunesse camerounaise à la faveur des événements survenus ces derniers temps. Les jeunes se livrent à des activités très peu orthodoxes, d'ailleurs interdites dans différents établissements publics au Cameroun. Comment comprendre cette vague qui se déporte dans plusieurs lycées des villes du Cameroun, après Douala, Yaoundé, Kribi, entre autres. Ça devient très complexe. Derrière cela, on va s'interroger sur la responsabilité des parents et même des médias qui diffusent à temps, à contre-temps, peut-être à tort, certaines images qui poussent la jeunesse camerounaise à se comporter comme s'il n'y avait véritablement pas de raison de comprendre que l'éducation passe aussi par le respect d'un certain nombre de mesures sur le plan éducatif. Et nous allons sortir en politique avec ce questionnement sur le schisme observé dans certaines formations politiques ces dernières années. Le cas en date encore, on parle du Social-Démocratique Front entre l'honorable Jean-Michel Nitieux et l'honorable Joshua Aussi. C'est une bataille ouverte pour certains pour la succession à la tête de cette formation politique, même si le National Executive Committee qui s'est tenu le samedi dernier à Yaoundé n'a pas véritablement donné des réponses exactes aux préoccupations de l'heure. On reste dans cette tendance alors que dimanche prochain, Jean-Michel Nitieux annonce un NEC pour la région du littoral. On reviendra forcément sur les retombées de ce NEC. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Allez, on ouvre cette émission avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Michel Florence Dikoumé est membre de cette formation politique mandatée par le comité central. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à tout le panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais également profiter de cette occasion pour envoyer des encouragements à tous les camarades qui sont sur l'étendue du territoire national dans le cadre de la validation du sommet politique. Merci bien. En tout cas, c'est une actualité qui intéresse fortement le ADPC. Mais nous allons faire un crochet dont les activités déroulées hier. Les responsables politiques qui sont bien connus ont été reconduits dans leurs différentes fonctions. Pour le cas du Sénat et de l'Assemblée nationale, quel regard portez-vous sur ces membres de votre formation politique qui sont en poste alors que d'aucuns pensaient qu'ils allaient désarmer pour l'occasion? Non, je ne sais pas pourquoi certains ont pensé qu'ils allaient désarmer. Je crois que ça a été une mauvaise lecture, n'est-ce pas, de la chose politique. Ce sont des messieurs rompus à la tâche, pleins d'expérience, qui ont encore à donner. Donc, demander qu'ils s'en aillent, parce que j'ai entendu certains évoquer, c'était quoi déjà, un remplacement intergénérationnel. Je pense que c'était encore une autre mauvaise lecture, parce que c'est une lecture prismique. Quand on parle de cela, ce qui est certain, c'est que le RDPC regorge de beaucoup de jeunes, est riche en jeunesse. Et la politique n'est pas toujours en jeu. La politique, c'est un milieu assez dangereux où on a toujours besoin d'hommes pétris d'expérience, comme je le disais tantôt. Donc, ils sont là, ils ont été reconduits. Nous ne nous plaignons pas. Nous sommes d'accord avec notre hiérarchie et nous attendons davantage que ces hommes qui, n'est-ce pas, sacralisent autour d'une certaine énergie provenant de la jeunesse, sont là pour passer la main d'un moment à l'autre, pas pour, n'est-ce pas, occuper des sièges qui auraient dû automatiquement revenir à la jeunesse. Et cette mutation générationnelle dont parle le chef de l'État, vous écoutez dans ce discours, Cavaye Guédibril est quand même entré à l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 1970 et depuis 1992, il est pratiquement confondu au meuble de cette auguste institution. Est-ce que vous, qui êtes à la base, disons plutôt ceux qui encouragent et soutiennent de manière forte ceux-là même qui sont au sommet de votre formation politique, est-ce que cela ne vient pas biaiser les jeux politiques tels que pensés à la base par le chef de l'État qui voit une certaine mutation dans le RDPC? Non, je ne pense pas. Je ne pense même pas que le chef de l'État en personne soit contre cette façon de faire. Monsieur Cavaye est arrivé, pas jeune. Il n'était pas jeune du tout. Il a attendu son temps et lorsque le temps est arrivé, il est monté au perchoir à l'Assemblée nationale, il y est. Il est question pour nous autres qui sommes sensiblement plus jeunes que lui d'attendre notre temps aussi patiemment, sans toutefois, n'est-ce pas, faire dans les gorges chaudes, faire dans le dilatoire. Non,
nous acceptons cela parce que nous savons que M. Cavaille a encore à donner. Merci bien. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage, d'attendre encore plus longtemps, parce que ça fait quand même 29 ans qu'il remplit à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il faut rappeler qu'hier, le député du Mayo Sava, le très honorable Cavaille Guédibril, a été réélu à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun avec 147 voix contre 15 bulletins nuls. Donc au total, on avait 162 votants. Merci d'être avec nous, Michel Florence, pour cet échange ce soir. Un autre homme de culture qui nous accompagne ce soir, il est spécialisé dans la gouvernance traditionnelle. D'ailleurs, c'est un expert en la matière qui parle beaucoup des chefferies traditionnelles, mais dans le cas d'espèce, il choisit d'échanger avec nous tous des sujets que nous avons développés. Alors, nous avons évoqué à l'entame de cette émission. Théophile Tatita, merci de nous rendre cet honneur d'être parmi nous ce soir. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être une fois de plus sur vos antennes et d'avoir autour du panel des personnes outillées comme la dame. J'ai eu à partager, n'est-ce pas, un plateau. On était dans une autre chaîne. Merci bien en tout cas d'être là ce soir. Je sais qu'on parle beaucoup de gouvernance traditionnelle ces derniers temps. On parle de l'implication de ces chefs traditionnels. Quelle lecture, quelle est la dernière actualité? Vous êtes également membre de plusieurs formations sur le plan culturel. Mais en ce qui concerne la gouvernance traditionnelle, le volet qui est le vôtre, quelle est la dernière actualité avec les chefferies traditionnelles de la région de l'ouest du Cameroun? Bon, je suis chargé de la communication et la coopération du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Et en dehors de ma fonction, mes charges de chargé de la communication du CERF d'Otola. Donc, pour ce qui est des activités des autorités traditionnelles, je peux parler de ce que nous avons fait ce jour. On s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire où on a rendu hommage au Premier ministre, ministre d'État et de la Défense de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, qui a été inhumé ce jour. Donc, c'est un digne africain, n'est-ce pas, qui est très reconnu pour sa générosité et qui, en 2018, lorsque nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire, a notamment reçu la délégation des membres du Conseil panafricain, dont il y a parmi lesquels pas moins de 10 chefs du Cameroun, et a été promptement celui-là qui a donné un soutien pour dire bienvenue. Merci. En tout cas, donc, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, donc c'est l'actualité, c'est cela. Et donc, on parle de l'actualité, c'est aussi les chefs traditionnels, comme celui qui vient d'être élu au perchoir, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, le président de la représentation nationale, c'est un chef traditionnel. Et pas seulement lui, celui qui a présidé le Sénat, la session, le doyen d'âge, c'est également un chef traditionnel. Et donc, qui a par la suite conduit l'élection, qui a abouti à la conduite du très honorable, du dignitaire, n'est-ce pas, Marcel Niat, qui est... Justement, on s'arrête sur ces deux hautes personnalités du Cameroun qui ont été reconduites dans différents postes. Quel regard portez-vous sur notre Parlement, le Parlement camerounais, avec à sa tête des personnalités qui ont un certain âge, alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui espéraient que ces personnalités peut-être pourraient abdiquer ou alors passer la main, parce qu'on s'est rendu aussi compte, pour certains observateurs de la scène politique, qu'on arrivait à un niveau où ce sont les instructions du parti. Ils ont appelé ça là-bas la discipline du parti. Est-ce que cette discipline du parti n'influence pas la démocratie à un certain niveau? Disons que c'est une réalité et puis on ne peut pas faire autrement. Cela découle tout naturellement du système politique que nous appliquons, c'est-à-dire une démocratie, on dirait un peu copier-coller, mais si on faisait une démocratie à l'africaine, celle que nous prônons et que nous avons d'ailleurs proposé lors des assises du grand dialogue national, la véritable démocratie qui peut être appliquée en Afrique, c'est la démocratie collégiale. Dans la démocratie collégiale, on suppose qu'il peut y avoir une chambre pour les représentants, dont les élus de la nation, ceux qui sont aujourd'hui considérés comme les députés et les sénateurs. Il devrait y avoir une chambre qu'on appelle l'observatorium, parce que ça existe dans nos traditions, et c'est dans l'observatorium qu'on rassemblerait, n'est-ce pas, des personnes qui sont outillées, qui ont le sens critique et qui peuvent notamment non seulement critiquer, mais faire des propositions pour la construction de la nation, mais alors
le système collégial, dans son système tricaméral, propose une autre chambre qui est la chambre patrimoniale. Celle-là qui rassemble et les autorités traditionnelles et les grands dignitaires. La question sera quelle est la valeur ajoutée et les grands dignitaires, j'en viens. Et donc, à ce moment-là, vous verrez que tous ceux qui sont aujourd'hui au perchoir, nos grands dignitaires, nos grands sages, se retrouveraient dans le conseil patrimonial. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autre chambre. Et c'est en l'absence de cette chambre que on peut nous parler de l'équipe qui gagne, de la force de l'expérience, on peut nous parler de la force de l'âge, on peut nous parler de l'or ou de l'argent de relance de la nation. Et vous verrez les mêmes parce que lorsqu'on conjugue le verbe aller, justement, la question, c'est de savoir le verbe aller se conjugue toujours l'homme qui est assis à Balengou, l'homme qui est assis à, je sais pas, en Koumadjap, entre autres, qu'est-ce qu'il attend d'une chambre telle que celle-là? Est-ce que ça va l'aider à s'en sortir dans la gestion même du pays? On attend des investissements, on attend réellement une prise en charge, un accompagnement de la jeunesse camerounaise à travers la création des emplois. Mais ici, on veut créer des chambres de chefs traditionnels. C'est pour qu'on s'endorme davantage. Ce n'est pas une avancée significative dans ce qu'on a appelé l'inertie. Est-ce qu'on s'endort pas plus? Non, je crois que les téléspectateurs ont tout à fait bien compris. Il s'agit de faire une chambre qui va rassembler les grands dignitaires. Et je disais tantôt que le verbe partir se conjugue toujours avec une destination. C'est-à-dire qu'on veut bien que les anciens partent, mais il faut qu'ils partent quelque part. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir donc dans cette chambre et laisser la place aux autres. Donc les jeunes peuvent bien se mouvoir dans la chambre des députés, libérés des anciens, dans la chambre, dans l'observatoire national qu'on appelle l'observatorium. Donc ceux qui sont aujourd'hui des grands critiques sur les chaînes de télé pourraient se retrouver dans l'observatoire. Vous préparez déjà les espaces. Donc, oui, le verbe, et c'est la même chose pour le président, c'est pas seulement le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. On dit toujours, il est âgé, il faut qu'il parte. Mais il faut qu'il parte quelque part. C'est-à-dire quand vous voulez quitter d'Etoudi par exemple, il faut quitter d'Etoudi pour quelque part, pour votre village, peut-être où vous serez pourchassé parce que vous avez enfermé ceux qui ont volé, ou pour l'extérieur où vous aurez affaire à la base ou autre, il faut quitter pour quelque part. Et la chambre patrimoniale prévoit justement que même lorsque vous avez été ministre, vous devez continuer à être conseiller du ministère dans lequel vous avez exercé. C'est un système qui puise dans nos racines traditionnelles et qui permet, n'est-ce pas, qu'à un certain âge, si vous voulez, nos traditions ne permettent pas qu'au-delà de 72 ans, on soit encore on occupe encore un poste exécutif. C'est-à-dire vous devez céder. Justement, je prends un exemple, vous avez vu le chef Mokete lui-même a abdiqué de son trône, n'est-ce pas, du chef supérieur de Paramount de combat. Il a passé le pouvoir à son fils. C'est la tradition qui le permet. Alors maintenant, il est sénateur et tant que le système de gouvernance ne permet pas qu'il abdique pour se retrouver quelque part, alors il reste. Donc, on ne peut régler ça qu'en revenant dans nos traditions, en écoutant, parce que on aime bien copier ce qui se fait ailleurs, on aime bien faire des grosses théories, n'est-ce pas? Mais si on regarde juste à côté chez nous, on verra qu'on a des solutions. Il y a des choses qui ont été bien pensées pour être améliorées aussi. Mais on comprend bel et bien que la création de cette autre chambre, c'est une belle initiative. Mais dans le fond, il faudra bel et bien qu'elle soit une initiative porteuse d'espoir pour le peuple et la jeunesse camerounaise. Le troisième invité de cette tranche d'antenne ce soir, Alvin Teba, il est politologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Madame Zikoum que j'ai le plaisir de retrouver ici. Je dis également bonsoir aux traditionalistes que j'ai l'habitude de suivre dans une autre chaîne et dont les analyses et les observations sont à prendre vraiment un peu plus au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit des questions de tradition. Tout à fait. Donc je viens de le suivre tout à l'heure et j'avoue que il y a un supplément en termes d'apport institutionnel dans ce qu'il a dit. Parce que, voyez-vous, à la vérité, nous sommes le produit d'une hybridation. Et une hybridation qui doit être stratégiquement menée. Quand je dis stratégiquement menée, c'est-à-dire que nous avons une identité. Nous sommes africains, nous avons des traditions et nous avons également une identité d'emprunt qui est celle de l'État importé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre nature, de notre identité et de cette identité d'emprunt? Il faut nécessairement trouver une voie de jonction qui puisse faire en sorte que nous puissions émerger. Parce que sur le plan institutionnel, on reste encore à balbutier. Et il y en a qui ont des considérations traditionnalistes et il y en a d'autres qui ont des considérations dites modernes, entre guillemets, et tout cela fait qu'à un moment donné, on a l'impression
que le pharaonisme qui s'installe à la tête de nos institutions, vous avez parlé du Sénat tout à l'heure, vous avez parlé de l'Assemblée nationale, fait en sorte que certains vont trouver cela anormal. Mais quand on se met du point de vue traditionnel, on trouve ça tout à fait normal, que l'expérience soit toujours au-devant. Et justement, et maintenant, je vous redonne la parole, hein, rassurez-vous, vous la conservez, mais je voulais justement interroger sur la pensée, la volonté du chef de l'État qui parle de cette transition générationnelle, mais sauf qu'au sommet des institutions de la République, on n'a pas beaucoup ce changement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans le discours? Alors peut-être on a proposé des choses qui ne sont pas encore prêtes. Comment voyez-vous, alors entrevoyez-vous la réélection de ces deux personnalités au Parlement camerounais? Est-ce normal que ces personnalités reprennent le devant de la scène lorsqu'on sait encore que le Cameroun traverse une période très difficile, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, avec une crise véritablement sans pareil? Est-ce que c'était l'occasion pour elle de repartir, ou alors on avait besoin d'un souffle nouveau pour accompagner les institutions véritablement de la République? Il est vrai qu'à un moment donné, l'énergie dont on a besoin ne permet pas qu'on qualifie, n'est-ce pas, la personnalité de ceux qui sont à la tête des différents perchoirs aujourd'hui sur la question de l'énergie. Maintenant, lorsqu'on parle de renouvellement de la classe politique, le renouvellement peut se faire à la base comme il peut se faire au sommet. Mais j'ai l'impression que le RDPC qui tient les rênes des institutions que vous avez citées tout à l'heure a choisi de procéder au renouvellement à partir de la base. Et je pense que les opérations qui sont en train d'être faites sur le terrain actuellement sont faites de telle sorte que le renouvellement se fasse à partir de la base. Parce qu'à la vérité, lorsque on entre dans un parti politique, on entre à partir de la porte. On n'entre pas à partir du salon. Donc nécessairement, vous devez vous aligner derrière ce que vous avez trouvé. Il y en a qui ont quand même parce que ça se passe comme ça. Politique dans le RDPC, qui sont depuis 20 ans, depuis la création même du parti politique. Oui. Il y en a qui ont à la députation 15 ans, 20 ans, qui peuvent quand même espérer être au sommet. Justement, ce qui peut créer problème entre guillemets, c'est justement que ceux qui sont devant, les aînés, ne sont pas encore partis. Les aînés sont encore là. Et il faut avancer au rythme de la vie de ces aînés. Il faut avancer au rythme du jeu politique. Il faut avancer au rythme des textes du parti. Il faut avancer au rythme, n'est-ce pas, des choix qui ont été faits au sein du RDPC. Donc, lorsque vous vous rendez compte que le RDPC seul, sur plus de 360 communes, à 90%, c'est clair que le jeu politique actuellement et le jeu institutionnel se joue entre les mains du RDPC, que ce soit au niveau du Sénat ou que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Et lorsque ce jeu se joue au niveau du RDPC, nécessairement, il y a une influence assez sérieuse de la structuration au sein même du parti sur le jeu institutionnel de l'État à l'heure actuelle. Donc, pour revenir à ce que je disais, la réalité nous rattrapera toujours. Nous sommes ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous disons être. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous voulons, mais il y a ce que nous sommes réellement. Mais si on reste sur le plan politique, est-ce que l'opposition camerounaise en elle-même n'a pas faibli lorsqu'on se souvient encore de 1992 où elle avait la force de changer les choses au niveau du Parlement camerounais? Depuis lors, elle est restée dans une inertie en termes d'accaparement des voix sur le terrain parce qu'elle a toujours été battue à plate couture par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que ce n'était pas l'occasion jamais de prendre le dessus et de pouvoir faire changer les lois à l'Assemblée nationale du Cameroun? Premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est de savoir cette opposition qui est là aujourd'hui avec 5 députés pour le parti politique de l'opposition qui en a un peu plus, ces 5 députés, qu'est-ce que ce parti ou alors qu'est-ce que cette opposition peut venir changer à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on va maintenir les mêmes paradigmes, les mêmes idées, le même esprit, dans un esprit de conservation justement? La politique est un jeu. La politique est un rapport de force. L'opposition a eu le rapport de force en sa faveur en 1992 au Parlement. Et c'était l'occasion rêvée pour changer un certain nombre de choses en passant par le truchement du Parlement. Malheureusement, il s'est passé que au sein de cette opposition, il y a dans le jeu politique des relations rentières, individualistes. Et je pense que ces relations rentières, individualistes ont beaucoup joué sur l'affaiblissement de cette opposition. Parce que vous ne pouvez pas penser que les intérêts privés
n'ait pas pu primer sur les intérêts de toute l'opposition. Maintenant, cette opposition se retrouve à l'Assemblée nationale en position de faiblesse. Il est difficile pour elle de l'emporter justement dans ce rapport de force-là avec le RDPC. Et le rapport de force reste favorable au RDPC. Donc ce qui reste en termes de jeu, en termes de stratégie à l'opposition, c'est de construire une certaine opinion publique afin que leur discours soit légitimé au sein de cette opinion publique. Est-ce que justement cette force qui pourrait venir de l'opposition n'est pas fragilisée par l'égoïsme de certains leaders des partis politiques de l'opposition? C'est justement ce que je vous disais. Par la non-participation aux élections. On prend le cas d'une formation politique alors qu'elle avait véritablement le vent en poupe, a donc choisi de ne pas aller aux élections. La surprise a été générale. Comment expliquer cette attitude? Comment la comprendre? C'est justement ce que je vous disais. Pourquoi les gens viennent en politique au Cameroun de façon générale? Les gens viennent en politique au Cameroun pour deux choses. Le pouvoir et les rentes. Le pouvoir leur permet d'avoir les rentes. Les marchés. Lorsque vous êtes maire, vous gérez les marchés. Lorsque vous êtes député, vous gérez les micro-projets. Pourquoi les gens viennent en politique au Cameroun? Il y a une relation rentière entre les individus et la politique. Et c'est cette relation rentière avec la politique qui fait en sorte que les intérêts privés vont généralement l'emporter sur l'intérêt général. Donc, lorsque vous voyez les uns et les autres engagés pour devenir maire, pour devenir député, que ce soit à l'opposition ou au parti pouvoir, il y a une relation rentière. Merci Alvin Ateba pour cette entrée avec ces explications qui nous permettent de rentrer dans un autre sujet. Totalement, nous changeons et nous retrouvons la première thématique de cette émission ce soir, véritablement. On parle de la jeunesse camerounaise, de l'éducation et des mœurs qui sont pour autant inquiétées. Le dernier élément en date est à Ekounou, ici à quelques encablures de Kondengui. On a vu ces jeunes qui étaient rentrés dans une séance difficilement acceptable, laissant naturellement l'éducation, alors le départ pour l'école et se retrouvant en se livrant à des activités interdites pour leur âge d'abord et même au niveau de l'école. Ces jeunes, parmi lesquels 7 ont été présentés au procureur à Ekounou. C'était il y a 2 jours. Michel Florence, comment comprendre l'attitude de ces jeunes qui se livrent à ce qu'on pourrait appeler des parties assez dangereuses qui ne sont pas de leur âge, ces jeunes-là qui oublient l'école et qui sont transformés. Mais la question pour nous ce soir, c'est de savoir comment en est-on arrivé là et est-ce qu'il y a une grosse responsabilité au niveau des parents et même des médias qui diffusent à tort et à travers tout type d'images? Il y a beaucoup de mobiles que nous pouvons évoquer par rapport à cette déchéance de mœurs observée dans notre société. Il y a des raisons exogènes, des raisons endogènes. Je vais commencer par des raisons endogènes. Je voudrais parler ici d'une déchéance de notre société, parce que nous sommes tous responsables quelque part de ce qui arrive à notre jeunesse aujourd'hui, parce que nous avons érigé en norme des anti-modèles. Voyez-vous, on a comme l'impression aujourd'hui que pendant que les esclaves sont dans les palais, les princes sont dans les rues. C'est inadmissible qu'on demande à un élève aujourd'hui qui a été le premier au baccalauréat national. Il ne vous dira pas qui parce qu'il ne sait pas. Lui demander l'entrée de Polytechnique, qui a été le major, il est incapable de vous le dire parce que nous ne nous intéressons plus à cet état des choses. Aujourd'hui, c'est celui qui vole le mieux sans être pris par les mailles de la justice qui est très fort. C'est celle-là qui s'est prostituée, qui a fait des choses illégales et qui aujourd'hui porte des longues greffes, qui poste des choses sur Facebook et les réseaux sociaux, qui est la plus belle, c'est elle la plus dure des Camerounaises. Vous voyez, nous sommes donc à copiner à ces anti-modèles. Et aujourd'hui, parce que je vais m'aller très loin, j'étais en train justement à un moment donné de me demander où est-ce que nous en étions. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un qui n'a aucun fait d'armes sociétales, n'est-ce pas, pour être l'ambassadeur de la jeunesse par rapport à une cause. Vous demandez très bien sur la base de quoi. Lorsque vous allez même voir aujourd'hui quel genre de musique, si c'est un artiste, l'artiste diffuse, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il puisse, n'est-ce pas, porter une organisation internationale ou une association à faire de lui un quelconque ambassadeur. Nous avons donc érigé en norme des anti-modèles chez nous. Au-delà de ça, il y a une déchéance, c'est-à-dire qu'au niveau du clergé,
Le clergé qui était censé, n'est-ce pas, éclairer, s'est retrouvé lui-même aujourd'hui dans des situations inextricables. C'est le pasteur qui est marié légalement reconnu de tous, qui a des maîtresses dans l'église. C'est une église qui sort d'on ne sait où, dont le pasteur aujourd'hui n'est là que pour des prébendes. C'est de l'autre côté le prêtre qu'on sait, célibataire, qui a fait des vœux de chasteté, qui est marié au quartier avec des enfants, on le connaît. Les enfants le voient courir de part et d'autre à des heures indues. Nous avons aujourd'hui notre déchéance, n'est-ce pas, au niveau même, c'est-à-dire que du fonctionnaire camerounais qui est paupérisé, vu, n'est-ce pas, la baisse des salaires. Des élèves qui se mettent très bien pendant que l'enseignant est en treillis. Et il arrive même souvent que l'enseignant prenne de l'argent chez l'élève. Quel type, n'est-ce pas, de conseil vraiment attendez-vous de l'enseignant? Nous avons notre déchéance au niveau même des parents. Justement, nous avons des parents aujourd'hui qui sont a cité tout le monde, mais les parents... Les parents, justement, le pouvoir d'achat a baissé de façon drastique et qui aujourd'hui ne peuvent plus subvenir aux besoins des enfants. L'enfant voit sa jeunesse, n'est-ce pas, violée, son enfance violée. C'est-à-dire qu'il a grandi avant le temps, celui adulte de la maison. Il va faire des rapines, elle va faire je ne sais pas quoi et ramène, n'est-ce pas, de quoi manger. Qu'est-ce que vous allez dire à ces genres d'enfants? Rien du tout. Au-delà de ça... Est-ce que les parents n'ont pas démissionné à cet niveau? Non, et pour ceux... Je voulais faire le parallèle. Oui, et pour ceux justement qui ont un certain pouvoir d'achat à la maison, on a aujourd'hui des enfants rois. Vous trouvez un enfant avec un téléphone de dernière génération que vous, l'adulte qui êtes cadre quelque part, n'avez pas. Alors, ce sont des enfants auxquels on ne peut rien dire, qui tutoient même, c'est-à-dire que de façon inégalée des adultes qui habitent chez eux, sous le fallacieux prétexte que les enfants sont chez eux. Nous avons aujourd'hui des forces venues de l'extérieur telles que le droit des enfants. Vous ne pouvez plus bastonner un enfant au nom des droits de l'enfant, que ce soit à l'école comme à la maison. Non, tout de suite, on vous poursuit. Nous avons également maintenant l'impérialisme médiatique qui ne cesse, n'est-ce pas, de s'imposer à nous. Nous avons un média international qui est là, Canal 7 pour ne plus, n'est-ce pas, le nommer, qui nous impose la culture étrangère. Nous sommes incapables aujourd'hui de parler le dialecte à la maison. Il y a beaucoup de ménages comme ça hein, où les enfants ne savent pas parler le patois. Pourtant, les parents sont tous les deux de la même ethnie. Ils parlent le même dialecte, mais leurs enfants, vous parlez qui français, qui anglais à la maison. Et c'est dangereux. Alors, on ne sait plus à quel niveau concrètement nous trouvons. Et dans son dernier discours, le chef de l'État parle souvent de ces anti-modèles. Mais en termes d'anti-modèles, nous n'avons qu'à invectiver certains leaders d'opposition. Mais non, nous-mêmes, nous sommes pour nos enfants des anti-modèles. Donc, je crois que nous devons nous questionner, voir un peu ce qui se passe dans notre société et nous, voir un peu qu'est-ce qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux. Nous avons, il n'y a pas quelque temps encore, le gouvernement qui a mis en place une sorte de censure par rapport aux réseaux sociaux. Mais j'ai comme l'impression que cette censure n'est pas effective. Parce qu'aujourd'hui, les enfants peuvent visionner n'importe quoi. Ils peuvent surfer, n'est-ce pas, sur n'importe quel réseau. Et ils sont à la merci de tout. Donc, je crois que quelque part, il faudrait que nous-mêmes nous remettions en question. Se remettre en cause est aussi une responsabilité partagée entre les parents des médias au Cameroun. Théophile Tita, vous qui êtes expert en gouvernance traditionnelle, est-ce que la responsabilité au premier chef n'incombe pas les parents? Parce qu'on a des parents aujourd'hui qui ne réussissent plus l'espoir de regarder, il faut le prendre ainsi, de regarder au moins le cahier de leurs enfants. Donc l'enfant, est-ce qu'il est allé à l'école? Est-ce qu'il n'est pas allé à l'école? C'est pas l'essentiel pour le parent. Quand il rentre, l'essentiel pour lui, c'est donner l'argent de transport ou alors pour aller à l'école. Véritablement, ne jette pas un coup d'œil. Est-ce que la responsabilité ne commence pas par là? Et d'autant plus qu'à la maison, il y a des enfants dans leur chambre qui ont des écrans de télé, peuvent regarder la télévision jusqu'à X heures. Personne ne peut les inquiéter. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que la première responsabilité doit être établie lorsque l'élève même peut accuser des échecs au niveau de l'école? Bon, je crois que c'est à tous les niveaux. Je pense que Mme Dikoum, elle a très bien élaboré son discours sur l'état des lieux. Donc, je peux me permettre juste d'exemplifier. Donc, nous vivons dans une situation ou dans un contexte où il y a une sorte de doctrine, n'est-ce pas, qui est diffusée à travers les chansons. On pourrait parler du ventre et du bas-ventre. Et dans les chansons, on peut repérer des messages comme je vais goûter ça. Même si c'est ma soeur, même si c'est mon frère, ça aussi, ça, coller les bêtises, coller les bêtises, coller. Et puis donc, le fait que il n'y a pas seulement une irresponsabilité, un abandon de la responsabilité familiale, mais aussi institutionnelle. Parce qu'on devrait, même au niveau des chaînes de télé, bien regarder les messages qui sont diffusés à travers les chaînes de télévision. On s'attendrait à ce qu'il y ait
comme on parle souvent des entreprises citoyennes, des chaînes aussi qui soient des chaînes citoyennes, des chaînes qui soient des chaînes télévision qui soient gardiennes de la morale. Et à partir de ce moment-là, on pourra espérer que ce qui sera diffusé, en dehors des chansons, il y a les programmes importés, les séries dans lesquelles on diffuse des choses qui poussent les jeunes, n'est-ce pas, à aller essayer à ne plus de retenir les émotions de leur corps. Et donc, du coup, on trouve les enfants qui vont forcément, parce que vous savez que le jeune, c'est celui qui a une formation inachevée. C'est justement quelqu'un qui n'est pas encore adulte, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore ses émotions et qui fait tout par imitation. Donc, ce que les jeunes font, certainement, ils imitent quelqu'un ou un groupe. Ils ont vu ça quelque part. On a longtemps parlé de ce qui existe. Oui, de ce qui existe. On a longtemps parlé de ce type de mouvement dans d'autres pays. Comme notre pays jumeau. Également, on se souvient du Cameroun, il y a une période lorsque M. Issati Rouma Bakari était ministre de la Communication, il avait interdit la diffusion de certaines chaînes sur le territoire national, mais sauf que cette opération n'a pas prospéré parce que l'un des leaders en termes de diffusion, dont le bouquet, avec une primauté sur certains enjeux délicats au Cameroun, peut-être politiquement, il a pu remettre cela. La volonté du ministre n'a pas été respectée. Mais aujourd'hui, on voit quand même des images diffusées à des heures inacceptables chez nous, dans nos foyers. Est-ce que ça commence pas aussi par là-bas? Oui, c'est une question de respecter, parce qu'il y a la loi sur la réglementation de la télécommunication, la télédistribution au Cameroun. Et puis, on ne respecte presque rien, parce que chaque opérateur doit signer un cahier de charges et prendre des engagements. Vous voyez, par exemple, il y a une décision qui interdit que un promoteur de chaîne, qui est chef, comment on dit, un responsable des médias, soit en même temps ait un poste de député ou de sénateur. C'est-à-dire qu'il ne doit plus avoir l'immunité. Parce que des promoteurs de chaînes, c'est des personnes qui ont une très grande responsabilité dans la société. Et par conséquent, ils doivent être libres de manière qu'on puisse les interpeller à tout moment si jamais il y a un problème. D'autre part, la loi sur la télédistribution prévoit, du moins pour ce qui concerne la catégorie des producteurs, que chaque chaîne doit avoir au moins 30% des programmes qui s'inspirent de la culture locale. Or, vous regardez, vous voyez bien qu'on ne respecte pas ça. Mais à qui la faute à ce niveau si non, au ministère en charge de la communication qui est censé veiller sur l'application. Il y a une direction des médias qui est là, ben ça veut dire qu'elle ne fait pas son travail. Oui, il y a un déficit à ce niveau-là. Donc, pour la télévision, c'est tout un problème. Pour l'école, vous voyez que de plus en plus, il y a des programmes qui sont dénoncés. On parle des images qui prôneraient un peu des pratiques comme l'homosexualité. Et puis quand on parle de partous, vous voyez bien que ces jeunes qui s'enferment, on est très loin d'imaginer quelles sont véritablement les pratiques dans ce monde où ces jeunes se lancent dans un libertinage. On pourrait dire aussi un libertinage sexuel. Donc, il y a l'éducation, il y a l'école aussi, parce qu'on parlait bien des élèves des établissements scolaires. Donc, si ce qui s'est passé a pu se dérouler pendant 1 à 2 semaines, ce qui montre qu'il y a un problème de surveillance, n'est-ce pas, dans l'établissement scolaire. Sinon, l'établissement scolaire aurait déjà saisi les parents sur l'absence des élèves en classe. Le système de surveillance aurait constaté qu'il y a des enfants qui partent en groupe. Ce qui montre aussi que dans nos quartiers... On peut même avoir des éléments ou alors des élèves choisis dans des salles de classe pour le renseignement. C'est-à-dire il y a des élèves qui peuvent être là lorsqu'ils constatent qu'il y en a qui sont absents. Il y a des élèves qui infiltrent même leurs camarades. Ça existe. Oui, ça fait partie des mécanismes subtils, n'est-ce pas? Quand on désigne les délégués de classe, et parfois il y a des entretiens avec les surveillants et chaque délégué est censé... Il n'a aucune responsabilité, voilà, mais donc, il a des indications claires à transférer à l'administration. Donc déjà au niveau de l'école, on doit apprendre aux enfants à exercer la gouvernance. C'est-à-dire que chaque enfant qui est délégué doit apprendre, et les parents, les encadreurs de l'établissement doivent l'amener à s'occuper, à gérer effectivement, avoir des entretiens, à dire ce qu'ils pensent du fonctionnement de la classe. Il doit avoir non seulement un délégué, mais tout un bureau. C'est-à-dire que les enfants doivent apprendre à gouverner. Mais Théophile, ça c'est le classique. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit que voilà le délégué de classe, il a l'opportunité de tout savoir et de tout voir, de défendre ses camarades. Mais sauf que ceux qui vont
s'investir dans des sites dangereux, dans des éléments compromettants, ils ne peuvent pas accepter qu'un membre du bureau, bien que le délégué soit parmi eux. Est-ce que la subtilité ne voudrait pas qu'on choisisse un camarade, un élève, un étudiant comme ça, qui ne représente pratiquement en termes de responsabilité rien, mais c'est celui par qui toutes les informations passent, ne serait-ce que par WhatsApp le soir quand il est rentré chez lui, ou alors lorsqu'il sent que ses camarades ne sont pas là, il peut se renseigner sur 2 ou 3 autres, il dit non, ils sont quelque part en train de tourner une série inédite au Cameroun. Oui, j'ai dit justement que c'est le système, je parle des entretiens, ce qui fait qu'un enfant qui est choisi, n'est-ce pas, pour représenter ses camarades, doit être comme le maire qui a été élu. Il doit être comme le sous-préfet qui est censé donner l'enseignement. Il doit avoir des entretiens privés, n'est-ce pas, avec les responsables de l'établissement pour dire ce qu'il pense, et il doit lui-même travailler avec toute une équipe. Donc, c'est pas ce qui se fait, mais nous mettons le doigt sur cette situation. À côté de cela, nous avons l'éducation traditionnelle qui est aujourd'hui en compétition avec l'éducation, une sorte de pratique religieuse d'importation. Parce que vous imaginez qu'avec des dispositions comme des pratiques que les enfants doivent observer et puis aller voir quelqu'un pour se confesser, et on dit qu'on a été pardonné. La tradition ne connaît pas ça. Vous voyez que les valeurs sont complètement dégradées dans notre société. Vous êtes très loin d'imaginer que, ou du moins, vous le savez certainement, dans nos traditions, un enfant, pour aller avec une personne, doit bien être destiné à cette personne. Donc, on ne peut pas avoir des actes comme ça sans être destiné, n'est-ce pas, au mariage. Donc, c'est parce que la tradition a cédé soit la place ou a été dominée par des enseignements d'importation que ces situations-là peuvent se vivre aujourd'hui. Donc, nous devons retourner, n'est-ce pas, et j'ai justement compris pourquoi Mme Dikou m'a très vite élaboré, parce qu'en tant que mère, elle imagine, et puis depuis que je regarde moi-même la scène, vous voyez, c'est quelque chose de très mauvais qui va marquer ces enfants à vie. On les montre et puis c'est dangereux, le droit à l'image, ils sont en diffusion sur les réseaux sociaux. Dans les et puis ceux-là vous imaginez, qui sont présentés au procureur de la République. Voilà, donc, imaginez cet enfant qui est présenté, n'est-ce pas, lorsqu'on demande à marier une fille, on dit qu'elle fait partie de ce lot de filles qui allaient... Mais c'est moins dangereux que ce qui était posé, parce que ce qui était posé comme acte, c'est au-dessus de tout. Je voudrais également souligner que, pour ce qui concerne la surveillance des médias, prenons le cas de la France, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a frappé d'une amende assez forte CNews, qui est une chaîne d'un groupe qui a justement laissé diffuser des propos et qui avait trait au racisme, au tribalisme sur ses antennes. Donc, de ce côté, il y a une surveillance plus accrue, il y a une responsabilité des médias. Lorsque ça ne va pas, on vous sanctionne de manière officielle, et ce sont des sanctions pécuniaires, de très fortes sommes d'argent, alors que chez nous, si on venait à le faire pour les chaînes locales, et peut-être même pour des câbleaux distributeurs qui choisissent à une certaine heure de mettre ces choses-là qui sont regardées par des enfants, parfois qui sont éveillés jusqu'à 1h, 2h du matin, et quand il faut qu'ils se lèvent à 5h, 6h pour aller à l'école, l'enfant est tellement fatigué, vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous êtes convaincu, vous le parent, qu'il dort depuis hier à 21h, il est au lit 22h, alors qu'il a dormi à 2h, 3h du matin. C'est très compliqué. Donc, je disais justement qu'il faut donc, à la fin de toutes les observations, voir qu'il y a une empreinte. Et on peut en parler comme ça, rire, parce qu'il s'agit des enfants des autres ou bien des enfants qu'on ne connaît pas, mais c'est quelque chose d'assez grave, parce que celui qui n'est pas concerné par cette situation peut se retrouver demain en train de demander la main d'une fille, il se trouve que cette fille fait partie de celle-là, et ça va jouer, si bien, quand bien même son enfant à soi aura été très amoureux de celle-là. Il y a les sentiments, quand les sentiments sont plus forts, on ne regarde pas les problèmes de mœurs. Oui, je veux dire qu'il faut éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait ce type de tâches, c'est-à-dire que c'est une question de société, ça concerne pas seulement cet établissement, parce que ça peut se reproduire ailleurs, ça concerne pas seulement les parents dont les enfants sont mêlés dans cette affaire, mais c'est une question de honte même pour le Cameroun, donc on doit voir ça très au sérieux. Et surtout de près. Alvin, est-ce que cela ne participe pas aussi de cette négligence en termes de respect de l'éthique au niveau des enseignements? Est-ce que la morale en elle-même à la base, parce qu'on se rend compte aussi qu'au fur et à mesure, la morale véritablement a foutu son camp. Il y a des élèves qui ne connaissent même plus ce qu'on appelle la levée de couleurs, la levée des drapeaux dans les différents établissements scolaires. Il y a des élèves qui se disent que, bon, ils sont voués à leur propre échec parce que les parents parfois ont abandonné cette éducation-là. Il y a toute une flopée, toute une panoplie d'éléments qu'on peut mettre en jeu pour essayer peut-être pour certains de disculper les élèves alors qu'ils se disent que l'élève lui-même a sa propre éducation et parfois il ne respecte même plus personne dans son environnement. Comment pensez-vous qu'il puisse être une valeur ajoutée ou alors un élève qui peut construire son pays, qui peut construire une nation demain lorsqu'il est élevé dans des canons que nous venons de citer? Je retiens un aspect très important à votre question,
c'est celui de la négligence. Je me rappelle à une certaine époque, à la montée Camtel, lorsque nous passions par là, revenant de l'université, on voyait sur le sol des CD pornographiques. Alors, les étudiants passaient par là, les petits enfants qui sortaient de l'école du centre passaient également par là, et puis ils voyaient ça, ils s'arrêtaient de temps à autre, ils regardaient, et puis les vendeurs étaient amusés de voir que les enfants sont scandalisés, de voir que les enfants sont attirés par ces images obscènes. Je pense que notre système éducatif a été inoculé par un certain nombre de sédatifs qui font en sorte que c'est un système éducatif quasiment endormi, quasiment évanoui. Et quand je parle de système éducatif, il ne s'agit pas que de l'école. Il s'agit de tous les cadres de socialisation d'un individu. Il s'agit de la famille, il s'agit de l'église, il s'agit des médias, il s'agit des écoles, il s'agit des universités, il s'agit même des ministères. Parce que même dans votre lieu professionnel, votre socialisation continue. Parce qu'une société a un ensemble d'orientations métaphysiques en termes de valeurs, à partir desquelles elle construit un certain nombre de modèles. Modèles d'élèves, modèles de parents, modèles de fonctionnaires, modèles de travailleurs, modèles d'ouvriers, modèles de prêtres, modèles de jeunes filles à la maison, modèles de domestiques. Et lorsque vous voyez cet ensemble d'éléments, les domestiques au Cameroun ont-elles un modèle? Les étudiants au Cameroun ont-ils des modèles? Les jeunes qui s'engagent dans la vie religieuse, qui veulent devenir prêtres, qui veulent devenir pasteurs, est-ce qu'ils ont des modèles? Ceux qui s'engagent dans la culture, la musique, est-ce qu'ils ont des modèles? Et qu'est-ce qui fait la force d'un modèle? Ce n'est pas la capacité d'être riche. La force d'un modèle n'est pas la capacité d'être riche, mais c'est de se situer dans ce qui est vrai, dans ce qui est beau et dans ce qui est moral. D'être un exemple surtout. Il faut pouvoir avoir une capacité de catharsis pour être au sommet, pour être une étoile. Qu'est-ce qu'on prend pour star aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prend pour modèle aujourd'hui? C'est tout cela qui joue et qui joue comme sédatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les différents cadres de socialisation de notre société. Lorsque le père de famille n'est plus un héros pour son fils, c'est très dangereux. Lorsque la mère de famille n'est plus une héroïne pour sa fille, c'est très dangereux. À un moment donné, vous avez des parents qui prennent pour modèle la fille de tel qui a ramené un monsieur avec une voiture. Est-ce que la voiture tient lieu de modèle? Sans même savoir ce qu'il exerce comme activité pour amener une voiture. Et puis on frustre les enfants, on frustre ces enfants, et ils s'adonnent donc en termes de challenge pour satisfaire les égos de leurs parents. Il faut faire très attention. Notre société est malade sur le plan moral. Et il faut le reconnaître. Et il ne s'agit pas que de la société camerounaise. Il s'agit de la société mondiale. Qu'est-ce qu'on nous inocule dans les médias internationaux? Qu'est-ce qu'on veut que ce monde devienne? C'est la question qu'il faut se poser. Quelles sont les valeurs métaphysiques que nous avons? Qu'est-ce qui guide les valeurs métaphysiques de ce monde? Voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà, et des questions claires et nettes. En tout cas, on sort de cette thématique avec des propositions. Que devrait-on faire? Peut-être en une minute, parce qu'on va aborder la dernière qui est aussi un autre caractère pour essayer de comprendre les mutations, les changements que l'on observe. Donc, c'est un responsable des partis politiques veulent se prévaloir en termes d'innovation, en termes de changement, mais ce qui crée aussi des schismes dans ces formations politiques. Mais nous restons avec la jeunesse. Florence, avec vous, quelle thérapie, quelle proposition en quelques minutes pour sortir de ces soucis? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en application pour préserver cette jeunesse-là et avoir des parents responsables et même des médias responsables, chacun à son niveau en ce qui le concerne? Vous voyez, c'est assez complexe. Moi, je pense que pour sortir, parce que moi, je lis
toute cette dépravation-là à la pauvreté ambiante, à la paupérisation, n'est-ce pas, de notre société. Ces enfants font ça pourquoi? Ils sont en quête d'argent. Ils sont en quête d'argent. Et de reconnaissance. De reconnaissance. Et quand ils ont érigé, comme j'ai dit, des anti-modèles en modèles, c'est parce que ce sont des gens, n'est-ce pas, qui de façon visible, visuelle, n'est-ce pas, ne passent pas inaperçus. Et ils veulent être comme ces derniers-là. Peu importe qu'ils étaient à l'école ou non, mais on voit des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont de l'argent, qui ont des grandes voitures. Nous avons la série, c'est les Kardashians, quand on les voit. Je ne sais pas qui a fait de longues études là-bas, non, mais ils vendent le rêve. Nous avons certaines jeunes filles ici maintenant qui se prévalent de faire le tour des universités pour tenir des conférences, n'ayant même pas le bagage qui va avec. Et qui sont interdites, ces conférences-là, la dernière nouvelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont d'abord déjà été sollicitées. C'est à ce niveau que le bas blesse. Donc moi, je crois qu'il faudrait relever le niveau de vie des Camerounais en améliorant, n'est-ce pas, notre appareil de production. Comme aujourd'hui, le pays, dans le processus de décentralisation, verse un peu dans l'entrepreneuriat, qu'on essaie, n'est-ce pas, d'arranger tous les appareils de production qui vont avec, afin, n'est-ce pas, de sortir aux citoyens moyens de la paupérisation, afin de redonner aux parents d'abord la dignité, mais cette dignité qui lui confère, n'est-ce pas, une autorité sur la famille, histoire de donner à l'enseignant une dignité au-dessus, qui le mette au-dessus, n'est-ce pas, de l'enseigner. Je crois qu'il faudrait changer les fondamentaux, changer de paradigme, revoir notre société et remettre autre chose sur orbite. Merci bien. On va aller, Stéphane Zesse est en ligne pour quelques minutes. Espérons qu'il va être assez pointu dans sa réaction ce soir parce que le timing nous tient à la gorge véritablement. Le temps de nous connecter dans la région du littoral à Douala pour la dernière actualité de cette ville et peut-être en rapport avec la thématique de ce soir. On reviendra sur Stéphane Zesse, le temps que la technique véritablement harmonise cette communication avec nous ici dans ce studio. Prince Théophile Tatita, en quelques minutes, quelle thérapie de choc faudra mettre sur pied au-delà de ce que Florence Dikoumé vient de rappeler. Il faut que chacun devienne responsable à son niveau. Oui, responsable, il faut déjà que chaque parent puisse faire ce qu'il a fait dans sa famille. C'est-à-dire que le parent soit celui-là qui doit encadrer l'enfant, qui doit lui montrer le chemin, en commençant lui-même par se comporter et par subvenir aux besoins, n'est-ce pas? Par contrôler ce que les enfants regardent comme programme de télé, par veiller à ce que l'éducation soit la bonne pour les enfants. Mais déjà, il y a aussi une responsabilité de l'État qui doit notamment veiller à l'emploi. Parce que tous ces jeunes-là, c'est l'absence de modèle. Au niveau politique, par exemple, il y a un gros problème. Dans nos sociétés, on apprend aux enfants à respecter les aînés, mais la télévision et notamment les mouvements politiques nous enseignent que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, vous allez voir un jeune homme qui va insulter son parent, vous allez voir un parent qui insulte l'autre parent, vous allez voir finalement d'autres jeunes personnes ou des gens qui ne peuvent se prévaloir d'une assise morale, qui sont érigés en modèle et qui donnent des leçons. Et donc du coup, nos jeunes gens vont chercher à imiter. Donc il faut qu'il y ait évacuer les questions de besoins. Donner déjà la possibilité aux parents de subvenir aux besoins parce que les parents, à un moment donné, avec le chômage, avec la baisse des salaires, avec tous ces problèmes que nous avons connus, les crises, les parents n'arrivent pas à subvenir aux besoins, la corruption s'installe et finalement, le parent perd l'autorité. L'enfant donc se trouve d'autres chemins et se permet de faire ce qu'il voit à la télé. Aujourd'hui, on est plus enseigné par les boîtes à images que par nos parents. Il y a moins de conversations dans les familles, il en faut. Il y a moins de réunions de famille. Il y a moins de réunions et on s'assoit après le boulot, on est assis. Et on a même du mal à dans la maison, c'est la télé qui parle à tout le monde, donc personne ne dit rien à personne. Exact, c'est comme donc il y a ça, il y a l'État donc qui doit voir que relever le niveau de confort des parents, offrir la possibilité aux jeunes qui osent, comme l'a demandé le président, mais qui puissent aussi avoir des postes à l'Assemblée nationale, au Sénat, plus de personnes comme le ministre de la Santé, qu'on donne beaucoup plus de place parce que les jeunes sont aussi désespérés. Donc l'État doit avoir à ce niveau pour essayer d'équilibrer. Voilà, c'est compris. Alvin, la question, c'est vrai qu'elle est sensible. Comment faire? Quel est le lien à mettre en place pour pouvoir réunir d'abord l'élève, le parent,
le cadre estudiantin, disons, même l'école, au niveau de l'école, pour qu'il y ait cette synergie d'action, que tous soient ensemble pour surveiller cet enfant qui va à l'école et qui respecte véritablement ce qui devrait être respecté, et puis ressort de là avec une tête bien pleine et bien faite, et qui sera l'exemple de demain. Parce qu'en ce moment, au-delà d'avoir des anti-modèles, les jeunes, finalement, pour certains, n'ont plus de repères, et ça devient compliqué à gérer une société de demain. La famille est la cellule fondamentale d'une société. Et pour qu'un enfant grandisse dans des conditions morales idoines dans une famille, il faut d'abord lui enseigner l'obéissance. Un enfant qui n'obéit pas ne peut pas être discipliné. Ça veut dire que s'il faut qu'il apprenne l'obéissance, le parent doit s'imposer à l'enfant dès le sein de sa mère. Que les mères apprennent à allaiter leurs enfants déjà fondamentalement. Parce que beaucoup de femmes n'allaitent pas leurs enfants et elles ne savent pas l'impact que cela a sur l'éducation de l'enfant. Parce que lorsque l'enfant est allaité, il y a le conflit qui commence entre la mère et l'enfant lors de la succion. La mère, à cet instant, s'impose à l'enfant fondamentalement, et c'est à partir de là que tout commence à se jouer. Maintenant, une fois que l'enfant est obéissant, on peut lui apprendre la discipline. Le respect de la famille, le respect du pays, le respect des aînés, le respect de la chose d'autrui. Et l'école vient en quelque sorte compléter ce que les parents ont entamé. L'université vient ouvrir son esprit, ayant déjà étudié en classe de philosophie. Mais ce qui se passe aujourd'hui est dû au fait que quelque chose est faussé dans la trajectoire éducative d'un enfant. L'autre aspect des choses, c'est que cet écart qui a été normalisé doit être diminué pour que la norme revienne. Lorsque le philosophe Hubert Monondiana tirait la sonnette d'alarme, nous n'avons pas compris ce qu'il voulait voir, ce qu'il voulait montrer. Et nous avons pensé qu'il exagérait, il était dans les nuages. Or, il était venu avec une lampe pour dire aux uns et aux autres que la société est en train de tomber. Et la chute des salaires de 1992-93 a enfoncé le clou. La corruption a été normalisée. Les gens ont trouvé moral de donner de l'argent pour que les enfants avancent. Les enfants qui voient leurs parents détourner l'argent en tant que fonctionnaires aux finances, qui voient leurs parents arnaquer, qui savent que leurs parents arnaquent, vous voulez qu'ils fassent quoi d'autre? Ils suivent simplement ce que les parents font. Le cabri broute l'herbe que la chèvre lui montre. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Merci Alvin. Pour quelques minutes, on va prendre Stéphane, finalement, qui est en ligne depuis la capitale économique du Cameroun. C'est à Douala. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Serge Bondier, bonsoir à tous vos panélistes. Merci de nous faire l'honneur de partager votre plateau ce soir encore. On a plus que quelques minutes, mais ô combien j'aurais aimé réagir depuis plusieurs minutes maintenant au regard de la richesse de tout ce qui a été dit. Mais de manière générale, les uns et les autres sur le plateau ont dit l'essentiel. La problématique de l'éducation de notre jeunesse et même de nous-mêmes est un ensemble de problématiques qui se conjuguent, ou alors un ensemble de fléaux, un ensemble de flux, un ensemble de réalités internes, externes. Quand je dis interne et externe, c'est au niveau national et international. C'est un phénomène mondial, voyez-vous, parce que la dépravation des mœurs que nous sommes en train de constater n'est pas le propre seulement des jeunes Camerounais. Si vous ouvrez les pages d'actualité du côté de la Côte d'Ivoire ou alors du Gabon, tout juste à côté, vous entendrez pratiquement les mêmes choses. Les influences du capitalisme international aujourd'hui sont en train de faire en sorte que les valeurs ont complètement changé. Votre panéliste tout à l'heure rappelait cette élaboration idéale du professeur Monondiana.
pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui prône d'autres valeurs, qui ne sont plus des valeurs humaines, qui ne sont plus des valeurs propres à la construction véritable du socle de la société qu'est la famille, la construction d'une société viable, si on peut le dire comme ainsi. En France, par exemple, on entendait dans l'actualité de ce côté-là, il y a quelques jours, que des jeunes garçons, certes, ce n'est pas le même type de problématique de mœurs que ce que nous évoquons aujourd'hui, mais un jeune garçon est allé jusqu'à tuer une fille de 14 ans pour des problèmes amoureux, voyez-vous. Et quand vous imaginez que des enfants de 14-15 ans vont jusqu'à s'assassiner mutuellement pour des problématiques comme cela, c'est vous dire à quel niveau se situe la problématique. Alors, c'est toujours complexe d'envisager des solutions lorsqu'on n'a pas toujours tous les moyens de pouvoir apporter une véritable solution. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, le Cameroun, à lui seul, ne peut pas véritablement se dire qu'on aura la possibilité exclusive d'éduquer nos enfants comme nous le souhaitons, parce que nos enfants sont éduqués en même temps par nous et en même temps par ceux qui constituent le monde, la mondialisation d'aujourd'hui, voyez-vous. C'est difficile. Le Cameroun, à l'heure actuelle, ne peut pas maîtriser tous les outils de l'éducation des enfants tels que cela devrait se faire. Mais je pense qu'on peut quand même, pour essayer de diminuer tout au moins l'ampleur du fléau, parce que de mon humble point de vue, c'est ce qui est plus envisageable, de l'atténuer, on pourrait actionner les leviers tels le clergé, le bon clergé, si on peut, je crois qu'on peut en trouver, il y en a beaucoup. On peut actionner des leviers tels le clergé, actionner des leviers autres dans la société qui sont des leviers de moralisation de la société. On peut actionner, on parlait tout à l'heure des modèles qui sont érigés aujourd'hui dans notre société, le Cameroun, qui sont des contre-modèles, et vous parliez encore de cette star des réseaux sociaux qui devient éducatrice. Je ne sais pas si on va dire dans ces temps perdus, mais voyez-vous, il faudrait qu'au Cameroun, qu'on puisse au minimum mettre en place des mécanismes qui fassent en sorte que des gens qui ne sont pas réputés pour leur dignité ne puissent pas prendre la parole en public pour donner des leçons, à la jeunesse, ne puissent pas avoir accès à un certain cercle de pensée, un cercle d'éducation. Donc je pense que à notre niveau, chers nous autres Camerounais, on ne peut qu'atténuer cette crise qui est une crise mondiale. Merci bien Stéphane pour cette contribution depuis la ville de Douala. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous intervenez tous les soirs donc dans le cadre de cette émission pour apporter des éclairages aux thématiques. Et vous disiez qu'à Douala, à Douala, simplement dire qu'à Douala, la joie à Douala aujourd'hui, c'est la célébration d'une Gambé. Samuel Eto'o, qui est depuis quelques heures maintenant docteur honoris causa, c'est la joie un tout petit peu partout là. Lorsque vous voyez quelques mototaximens se réunir, ils en parlent et ils se réjouissent vraiment de ce que Samuel Eto'o est désormais docteur. Docteur Samuel Eto'o, s'il vous plaît. Donc c'est un peu cela. Merci Stéphane. C'est vrai que ça fait partie de la grosse actualité, mais je donne la parole à quelques experts, disons quelques enseignants sur le plateau, qui vont un peu faire la différence pour qu'on comprenne davantage entre un docteur ordinaire qui a fait plus d'une dizaine d'études et le docteur honoris causa que l'on peut devenir, la première dame d'ailleurs l'est, et plusieurs autres personnalités dans le monde. Alvin Ateba, peut-être mieux situé pour nous faire la différence en quelques secondes, pour qu'on comprenne davantage si on devrait, lorsqu'on reçoit cette distinction, disons cette reconnaissance de docteur honoris causa, est-ce qu'on devrait être appelé docteur? Dans le principe, on ne devrait pas être appelé docteur. Docteur honoris causa, c'est uniquement dans le sens de l'aura de l'université qui vous décerne ce titre. C'est-à-dire qu'on profite de votre aura, on profite de votre image, on profite de ce que vous êtes sur la scène mondiale pour vous décerner un titre avec le nom de l'université. Donc, c'est juste un titre honorifique, c'est pas un titre donc qui on ne devrait pas appeler quelqu'un docteur, en passant. Honoris causa, oui, il faut préciser, docteur honoris causa. De cette école.
pour le compte de l'école de commerce, c'est justement pour que Tofis soit le fanion mondial de cette école de commerce. Un peu comme un ambassadeur, un peu comme celui qui va porter l'image de cette école. C'est tout comme lorsque Kofi Annan est venu ici au Cameroun et qu'on lui a décerné le titre de docteur honoris causa de l'université de Yaoundé 2, c'était justement pour que Kofi Annan porte avec lui l'image de l'université de Yaoundé 2 comme étant l'une des meilleures sur le plan africain, sur le plan de l'Afrique centrale. Maintenant, le titre de docteur est décerné sur le plan académique à celui qui a produit des travaux de recherche qui seront sanctionnés par une soutenance de thèse de doctorat. Donc, est-ce que ça ne veut pas friser le populisme lorsqu'on vous dit... Justement, ça frise le populisme. Ça frise le populisme. C'est une bonne renaissance pour lui, justement. C'est une bonne renaissance pour lui. Mais il faut également préciser que celui qui, n'est-ce pas, reçoit ces titres peut, à la demande de l'université, faire des conférences dans cette université-là, qui ne sont pas nécessairement des enseignements magistraux. Mais dans sa spécialité, dans le sport, dans le football, dans son parcours, de telle sorte que les uns et les autres essayent de s'imprégner d'un certain nombre de faits. Voilà, merci. Merci Alvin Ateba pour cette contribution. En tout cas, ça permet d'équilibrer. Hein. Donc, Samuel Eto'o-Fils a reçu une distinction, un titre de docteur honoris causa. C'est l'université, disons, l'école de commerce de Lyon, c'est en France. Donc, il n'est pas... comparativement au docteur ordinaire qui a produit des travaux entre autres, c'est pas la même chose. Donc on ne saurait appeler Samuel Eto'o-Fils docteur. Ça n'a rien à voir avec peut-être ce qu'on voulait lui enlever. Non, c'est un problème d'éducation. C'est pas une façon de le dénigrer. Non, pas du tout. Donc il a reçu cette distinction, oui, mais les travaux académiques sont produits par ceux-là qui portent ce titre de docteur. Voilà, merci. On va aborder en quelques minutes la dernière thématique. C'est vrai qu'elle est politique, elle est un peu dense. Je vous donne la parole, Alvin Ateba, sur le schisme que l'on observe dans quelques formations politiques au Cameroun. Pourquoi a-t-on tendance à penser que dans une formation politique, il faut rester avec les mêmes leaders pendant 10, 20, 30 ans et la finalité, c'est qu'à un certain âge, on ne peut plus les contrôler. Ça a été le cas dans l'UPC, ça a été le cas dans plusieurs formations politiques et ça a été le cas ces derniers temps dans le Social Democratic Front où deux mastodontes politiques de cette formation s'accrochent devant le leader qui est pratiquement impuissant. Vous savez, l'homme est ondoyant et divers. Et l'homme est un acteur intéressé. L'homme a également ses ambitions personnelles. Au-delà, n'est-ce pas, des idéaux d'un parti politique, chaque individu vient avec une trajectoire qu'il voudrait, n'est-ce pas, adopter. Et la trajectoire que j'emprunte n'est pas nécessairement la même trajectoire que vous allez emprunter. La projection que je fais sur le parti politique n'est pas nécessairement la même projection que vous ferez. Les ambitions que j'ai au niveau de ma dynamique politique ne sont pas nécessairement les mêmes ambitions que les vôtres. Maintenant, la socialisation que nous subissons, que nous vivons au sein du parti, en termes de formation, en termes de cadre, fait en sorte qu'il y a une mise en scène régulièrement travaillée pour l'image du parti. Mais dans les coulisses, les individus ont leurs ambitions qui sont personnelles, qui ne sont pas nécessairement les ambitions du parti. Et parfois les ambitions qui les amènent à avoir des accords souterrains. À avoir des accords souterrains, à avoir des alliances, à avoir des relations parfois incestueuses avec des gens qu'on ne peut pas véritablement imaginer. Donc il y a nécessairement une face visible et une face cachée de l'iceberg. Et à la vérité, lorsque vous lisez certains auteurs fondamentaux pour ce qui est de la politique, vous avez par exemple Machiavel, vous avez Goffman, vous avez également Raoul Girardet. Vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous voyez dans la manifestation d'un individu en politique, c'est une mise en scène.
c'est une construction, c'est une représentation, c'est une manière d'être. L'image que vous voyez, il n'est en fait qu'un personnage. Ce n'est pas la personne véritable que vous voyez sur la scène politique. Ce que vous pouvez bien accepter. Projette ce que vous devez accepter, ce que l'opinion doit savoir. Mais on ne projette pas ce qu'on est véritablement, on ne projette pas ce qu'on veut véritablement en s'engageant dans un parti politique. Tout à fait. Florence Michel Dikoumé, c'est vrai que chez vous au sein du ADPC, la discipline du parti a résolu beaucoup de problèmes et il y a une certaine harmonisation et puis un cadrage systématique qui fait qu'on n'a pas affaire à des déphasages dans le fonctionnement du parti. Mais comment regardez-vous ces autres formations politiques qui à chaque fois ne s'entendent pas alors qu'il y a un programme politique qui est là et que les leaders ont un certain âge ne réussissent plus à arbitrer le cas de ce que l'on observe partout. Et les batailles vont jusqu'au niveau des réseaux sociaux et il y a des bases politiques qui se forment en vue de remplacer celui qui est là. Est-ce qu'on se trompe en ce moment lorsqu'on a besoin d'avoir justement ce changement générationnel dans ces partis politiques de l'opposition qui ont un certain âge? Non, de tout temps, les schismes ont émaillé, n'est-ce pas, la société humaine. Même si on commence par les églises, nous verrons que la plupart des églises aujourd'hui sont le fait de différents schismes. Maintenant, au niveau politique, il faut un peu jeter son regard sur une vision platonienne de la situation dans le mythe de la caverne. Et comme disait déjà mon copanéliste avant moi, vous voyez, il y a une image qu'on projette, une autre, ça dit que la réelle qui reste cachée. Donc vous voyez, la caverne un peu, c'est de l'ignorance, une forme d'ignorance dans laquelle on garde le lot, n'est-ce pas, des militants, pendant que de façon sous-jacente, d'autres réalités, n'est-ce pas, sont en ébullition et se vivent par les tenants, n'est-ce pas, de la situation. Et une fois maintenant que le pot rose est découvert, il y en a qui quittent la barque tranquillement et qui s'en vont. Pourquoi? Parce que chez nous, lorsque nous venons en politique, c'est pas toujours forcément on vient en politique par opportunisme. Et cet opportunisme veut que quoi? Qu'on pratique une politique de rente. Donc la culture politique a foutu le camp. Personne ne tient compte de cela. Le problème, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me ramène. Et dans le qu'est-ce que ça m'apporte, nous allons encore évoquer ici le mapatisme justement du professeur Mononzana. Donc en fait, c'est ça qui occupe, n'est-ce pas, le clair de temps, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le jeu politique chez nous. Et en politique, nous savons que la politique évolue par les alliances et les négociations. Souvent, nous avons des transfuges qui, tout en étant encore dans un parti, négocient déjà souvent de façon basse avec le plus offrant de l'autre côté, à l'insu même souvent du leader politique de ce côté. Et une fois que l'herbe est plus verte de l'autre côté, qui peuvent déjà la brouter, il s'écarte tranquillement. Vous entendez quelqu'un qui, devant un écran de télévision, vous dit à matin, non, je suis plus là, je m'en vais, j'ai quitté l'autre parti. Il y en a qui ont dit, je n'ai jamais dit président élu. Voilà. Il y en a qui disent également je n'ai jamais, ça dit, ils évoquent tout type de choses, n'est-ce pas, pour justifier. Compte qu'il y a des éléments qui n'étaient plus ensemble. Voilà, pour justifier, n'est-ce pas, ce départ-là. Donc, en politique, on est habitué à cela, des mauvaises négociations, des alliances contre nature. Donc, qu'il y ait des schismes aujourd'hui et qu'on voit des gens qui s'éternisent. Mais ce n'est pas qu'en Afrique. Nous avons vu à l'UMP à Paris, le père Le Pen quitter la tête de sa formation politique. Il y a eu carrément des éclats de voix avec sa fille. Ils sont même allés devant des tribunaux pour qu'elle puisse effectivement exercer, n'est-ce pas, la présidence de l'UMP. Donc, c'est pour vous dire que la politique est la même partout. Les hommes sont les mêmes sous tous les cieux. Les schismes ont toujours émaillé la vie politique de tout temps. Merci. Théophile Tatita, c'est vrai que sur le plan culturel, ça va être compliqué à mettre en évidence parce que là-bas, les chefs traditionnels fonctionnent avec des principes clairs. On ne peut pas refuser de s'entendre pour telle ou telle autre raison, mais je voudrais qu'on revienne un peu en politique. Ceux-là qui décident d'être ensemble dans une formation politique, mais ayant des visées différentes, mais sont toujours ensemble, pourquoi ouvertement on ne part pas d'une formation pour une autre? On reste là, on critique, on a des positions différentes, mais on est toujours sur place. L'intérêt, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est de la politique au sens propre du terme? Mais la politique, la tradition considère la politique sous tous ses angles, tous ses aspects. Il peut bien avoir un parti politique qui à un moment donné n'a pas assez d'activité et qui organise, n'est-ce pas, un jeu entre ces deux membres qui vont se contrarier sur la scène politique et fait notamment que l'actualité soit occultée par les mouvements, les déclarations, le jeu politique. Alors vous voyez, depuis des années, même lorsque nous sommes en classe, on dit vous faites le même examen plusieurs années. Quand vous ne réussissez pas, il faut laisser la place aux autres. Quand on parle de l'opposition, c'est l'opposition à qui? C'est les mêmes, c'est-à-dire vous parlez des mêmes personnes qui sont là sur la scène depuis 20-30 ans, qui s'opposent à d'autres qui occupent
l'espace politique depuis le même temps, depuis que le Cameroun est dans son jeu de démocratie. On a dans le SDF les mêmes gens dont n'ont pas pu faire le changement au sein même de leur parti et dont bataillent, n'est-ce pas, pour avoir le poste, pour qu'on ait toujours le même. Donc je pense que c'est la scène qui est animée. C'est une façon de réchauffer un peu la maison du SDF, tout comme ailleurs. Donc on peut parfois avoir une illusion d'opposition. L'opposition ne devrait pas avoir lieu. Et ça devient difficile. Maintenant, le militant qui est à la base, là, quelle est sa position? Est-ce qu'il doit continuer à subir ces batailles entre ces éléphants-là? Et ça divise même, hein, parce que vous aurez certaines sections de formation politique qui vous disent « je n'aime pas entendre l'autre, je n'aime pas son discours », alors qu'on est tous dans une même formation politique, on poursuit les mêmes objectifs, proposés alors défendus par le leader de cette formation politique, mais ça devient compliqué à gérer en tout temps. Ah mais c'est pas surprenant, puisque vous vous souvenez que l'un des acteurs a notamment une voix haute et aime intervenir, aime être allié des autres partis politiques pour des mouvements qui peuvent attirer un peu de sympathie. Donc il n'y a rien de surprenant, c'est la politique, c'est les cordes-cordes, comme on dit dans les traditions. Donc c'est un peu de ruse, mais au fond, il y a quoi et quoi est l'intérêt du Camerounais lambda pour ce guéguerre, n'est-ce pas, intestine? Donc c'est un peu ça. Merci, cher panéliste. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission ce soir. On aurait souhaité avancer, mais les contraintes relatives à cette production nous permettent de mettre un terme à cette émission. Je voulais également souligner que Monseigneur Dieudonné Ouatio, évêque de Bafoussam, a renoncé à sa charge ce jour. D'ailleurs, le droit canon lui donne cette possibilité lorsque vous avez atteint l'âge de 75 ans, et vous pouvez également le faire. Allez vous reposer. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, chers panélistes. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Au revoir.